Le formulaire de décharge de responsabilité, tout juste imprimé et encore chaud, m'a été lancé au visage. Le bord tranchant du papier a éraflé ma joue avant de volter jusqu'au tapis en mousse. Signe ça, espèce de raté minable, a sifflé Émilie, ma propre sœur, la chair de ma chair. Son visage, lourdement maquillé, était crispé par une envie jalouse et un triomphe malveillant. Signe, et on verra si ton attitude arrogante te sauvera quand tu te feras casser les dents. Ou alors, tu vas juste attraper ton gosse de mou, ce petit sans-père, pour retourner dans ton trou à rats. À 3 pas de là, sur le tapis, Léo, mon fils de 12 ans, était recroquevillé en boule. Il se tenait les côtes, haletant, cherchant désespérément son souffle entre deux sanglots. Au-dessus d'eux, lui se tenait Marc, mon beau-frère mégalomane, un ancien champion régional de MMA. Il affichait un sourire narquois en entrechoquant ses poings bandés. « Lève-toi, petit minable, ou tu veux te cacher derrière la jupe de ta mère. » Inutile ? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas reculé. L'air frais de la climatisation a fait s'ouvrir mon gilet informe, dévoilant la cicatrice de balle qui lacère mes côtes. Ma sœur et son mari n'en savaient rien. Ils venaient de forcer une ancienne opératrice des forces spéciales à signer une décharge de responsabilité, et ils venaient de sceller leur propre sort. J'ai lentement retiré mes lunettes, j'ai fixé mon regard mort sur la pomme d'Adam de ce colosse de 90 kilos, et j'ai fait le calcul, 102 secondes. Avant de vous montrer comment ces 102 secondes se sont terminées de manière brutale, faites une pause. Prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Je veux savoir combien d'entre vous restent éveillés avec moi pour affronter les blessures impitoyables laissées par la famille. Revenons quelques semaines en arrière pour que vous compreniez pourquoi mon fils et moi avons été acculés par notre propre sang. La lourde porte en chêne s'est ouverte en grinçant sur le parquet. Léo est entré dans la salle à manger, les épaules voûtées. La bretelle gauche de son sac à dos bleu délavé ne tenait plus que par un fil. Mais c'est son visage qui a fait taire la pièce. Un bleu-violet profond et s'étirait de sa pommette jusqu'à la mâchoire. Le sang avait stagné sous la peau, enflé et sensible. Il gardait les yeux fixés sur ses baskets usées. J'étais assise au bout de la longue table en marbre, glacée. Le tissu rêche et bon marché de mon pull sentait la lessive discount. Un contraste pathétique avec le parfum riche de l'ail rôti, du vin rouge coûteux et de l'entrecôte grillée qui embaumait la salle. Émilie n'a même pas sourcillé. Elle était assise au bout de la table, les jambes croisées. Son chemisier en soie captait la lumière ambrée du lustre. Elle tapotait ses ongles en acrylique rouge contre le marbre. Tape, tape, tape. Regarde ça, soupira-t-elle en levant les yeux au ciel. C'est exactement ce qui arrive quand un garçon n'a pas de père à la maison. Il devient un punching ball pour tous les voyous du collège public. Elle n'a pas demandé qui l'avait frappé. Elle n'a pas cherché de glace. Elle a juste utilisé le visage ensanglanté de mon fils de 12 ans comme un accessoire. Pour me rappeler mon échec. En face, Marc découpait un morceau de viande. Le sang maculait son assiette en porcelaine blanche. Il mastiquait bruyamment, les muscles de son cou épais saillants. Il a pointé sa fourchette en argent vers ma poitrine. Le collège public ne sauvera pas les gamins mous, Amélie, a-t-il grogné. Tu élèves un faible. Dans le monde réel, les loups mangent les moutons. Et ton gamin a l'air bien appétissant. Il s'est essuyé le menton avec une serviette en lin. Amène-le à mon club mardi. Vent Silite. Je vais le mettre sur les tapis. Je vais faire sortir cette mollesse de lui. Je vais en faire un loup. Tarif famille. Ce n'était pas une proposition. C'était un ordre,
enveloppé dans l'illusion écœurante du soutien familial. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Des restes de purée froide. Un morceau de pain sec. Sous les manches amples de mon pull, les tendons de mes avant-bras se sont tendus. Comme des fils d'acier. J'ai ralenti ma respiration. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Mes yeux sont passés de la fourchette en argent dans la main charnue de Marc à la peau exposée juste au-dessus de sa clavicule. 45 centimètres. Ma chaise était idéalement positionnée. Le couteau à viande reposait à 5 centimètres de mon petit doigt. Un mouvement fluide. Je pouvais enfoncer la lame, sectionner l'artère et arrêter sa respiration arrogante avant même que son corps ne touche le sol. J'avais mangé des rations sèches dans des trous boueux pendant des années, envoyant chaque centime de ma solde à la maison. Pour qu'Émilie puisse se payer son diplôme de marketing et ses soirées étudiantes. Et je me retrouvais là, sur une chaise bancale, à manger leur reste, écoutant leur humiliation. Mes doigts ont tremblé vers le couteau. Puis, j'ai senti une légère traction sur ma manche. Léo. Il était juste à côté de ma chaise. Son petit visage meurtri était pâle. Il tremblait, se rétractant face aux adultes, face à sa propre tante et son oncle. Il était terrifié. Le calcul froid et violent dans ma tête s'est brisé. La maîtrise de ma propre santé mentale s'est resserrée. J'ai lâché un souffle que je ne savais pas retenir. J'ai aligné les bords de ma serviette en papier, la pliant en un carré parfait. Je l'ai posée sur ma nourriture intacte. J'ai levé les yeux. La lumière du lustre brûlait mes rétines. Mardi, ai-je dit. Ma voix était totalement creuse. Morte. Émilie a souri, levant son verre de vin en cristal. Marc a laissé échapper un rire gras et a repris sa découpe. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir forcé la pauvre mère célibataire à la soumission. J'ai tiré Léo contre moi, sentant ses côtes fragiles sous son t-shirt en coton fin. Je venais d'accepter de livrer mon seul fils à un monstre, mardi, chez Vance Elite. J'y serais. J'ai poussé la lourde porte vitrée. Une bouffée d'air surclimatisé m'a frappé le visage. La salle sentait le caoutchouc brûlé, le nettoyant bon marché. Et la sueur rance. Des néons bleus bourdonnaient au plafond. Touac, touac. Des gants de boxe en cuir frappaient des sacs en toile dans le coin. Je suis resté immobile à l'entrée pendant 3 secondes. Mes yeux ont balayé la pièce. 24 personnes. 2 issues de secours. 3 caméras de sécurité. Une habitude ancrée que je ne pouvais pas désactiver. Léo a fermé les yeux, crispé. Il a enfoui ses petits doigts moites dans le tissu rêche de mon gilet. Il traînait ses baskets sur le sol en vinyle, essayant de se cacher dans mon ombre. Émilie attendait déjà dans les gradins. Elle portait un ensemble de sport de marque, des baskets blanches immaculées, et un parfum floral entêtant. Accroché à son bras, Éléonore Hugues, la présidente de l'association des parents d'élèves, tenait un café glacé. Émilie a tapoté une chaise VIP pour Éléonore. Puis, sans même me regarder, a poussé une chaise en plastique vers mes tibias. « Assieds-toi là », a murmuré Émilie. Puis elle s'est tournée vers Éléonore, sa voix montant d'une octave, chargée d'une fausse gentillesse calculée pour que toutes les mères en vue l'entendent. Je devais les amener, Éléonore. Tu sais comment c'est. Être mère célibataire, c'est si dur pour elle. Elle arrive à peine à payer l'électricité. Pas d'argent, pas de figure masculine pour le petit. Marc et moi voulons juste leur donner un avant-goût d'une vraie structure familiale. Éléonore a hoché la tête avec compassion, ses doigts manucurés tapotant son gobelet. Elle a regardé mes jeans délavés et mes cernes comme si j'étais un chien errant nourri par pitié. Un simple accessoire pour l'ascension.
Social d'Émilie. Je me suis assise sur la chaise en plastique. Je n'ai rien dit. J'ai croisé les bras, cachant mes mains calleuses. Sur le tapis, Marc faisait son show. Torse nu, son dos épais couvert de tatouages tribaux. Il grognait bruyamment, claquant des pattes de frappe. La ligne de gamin sursautait. Il ne leur enseignait pas la discipline, il vendait la peur. Il se pavanait, bombant le torse, jouant l'alpha pour les mères ennuyées dans les gradins. Il se nourrissait de ce pouvoir sur plus petit que lui. Je gardais mes yeux verrouillés sur ses mouvements. Il a lancé un direct dans le vide. Son transfert de poids était totalement faux. Son talon se levait trop, le déséquilibrant. Il respirait par le haut des poumons, la bouche entr'ouverte. Il brûlait son oxygène trop vite. Il était brouillon, un simple amateur caché. Derrière la force brute. Si vous avez déjà dû subir le silence mortel pendant qu'un proche toxique vous humiliait, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Likez cette vidéo, abonnez-vous, et dites-moi dans les commentaires quel est le mot exact qu'ils utilisent pour vous faire sentir sans valeur. Pour moi, c'était « charité ». Dites-moi le vôtre. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. En bas, Marc a longé la ligne des gamins tremblants. Puis il s'est arrêté net. Il n'a pas regardé les plus grands. Il a tourné son cou épais et a pointé un doigt vers la deuxième rangée. Juste sur les hauts. Toi, a aboyé Marc. Sa voix rugueuse résonnant sur les murs en béton. Sors de là. Les pieds nus de Léo ont crissé sur le tapis bleu. Il haletait. Les néons agressifs l'écrasaient. En bas. A hurlé Marc. Debout. Lève-toi, espèce de déchet. Paresseux. Les bras de Léo ont lâché. Il s'est effondré, ses genoux claquant violemment sur le sol. Il est resté là, le regard vide sur une flaque de sa propre sueur. Marc ne lui a pas tendu la main. Il est resté debout, surplombant. Le gamin de 12 ans. Son ombre massive a avalé Léo. Regardez ça. A ricané Marc en regardant vers les gradins. Il a désigné Léo comme un déchet sur le trottoir. C'est ce qui arrive quand une mère élève un garçon. Tu obtiens une petite souris de rue, une victime. Dans les gradins, Émilie a laissé échapper un rire aigu. Elle a croisé les jambes, lissant son legging de Marc. Elle a secoué son café glacé. C'est triste, vraiment, a chuchoté Émilie, en s'assurant que sa voix porte. Les enfants d'aujourd'hui sont si fragiles. Aucune colonne vertébrale. Dieu merci, Marc est prêt à le réparer. Je suis resté immobile sur ma chaise. Ma main droite serrait une bouteille d'eau en plastique. Crac. Le plastique a cédé sous ma pression. De l'eau tiède a débordé sur mes articulations calleuses, goutte à goutte sur le sol sale. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai serré la mâchoire jusqu'à ce que les charnières grincent. J'ai compté. 1, 2, 3. J'ai forcé mon rythme cardiaque à descendre. À 60. J'avais fui la violence. J'avais enfoui les pires parties de mon passé. Juste pour être une mère normale. Je voulais juste que mon fils ait une famille. Même brisée. Juste avaler mon orgueil. 4, 5, 6. Garde l'animal dans la cage. En bas, Marc n'avait pas fini de jouer. Il a attrapé le col du t-shirt de Léo d'une main massive et a tiré vers le haut. Léo s'est débattu, manquant de s'étouffer. Tiens-toi droit. A grogné Marc. Je vais montrer à ces gosses comment gérer une menace physique. Sois mon mannequin. Marc n'a pas retenu ses coups. Il a feint un coup de coude au visage de Léo, s'arrêtant à 1 centimètre de son nez. Léo a sursauté violemment, levant ses petits bras pour se protéger.
a hurlé Marc en abaissant les bras de Léo brutalement. Tu te protèges. Comme un lâche, tu seras battu comme un lâche. Il a poussé Léo. Léo a trébuché, ses yeux terrifiés cherchant les gradins. Il cherchait sa mère. J'ai desserré ma prise sur la bouteille. Le plastique a repris sa forme avec un clic sec. Marc a vu Léo détourner le regard. Son ego a explosé. Il exigeait une soumission totale. Sans prévenir, Marc a plongé ses hanches. Il a balancé sa jambe droite, mettant ses 90 kilos dans un balayage pleine puissance. Le mollet a percuté les chevilles de Léo. Le garçon s'est envolé. Le temps s'est arrêté. La base de la sono a disparu. Smack. Le bruit sourd et sec des côtes de Léo. Heurtant le tapis a résonné. Son corps a rebondi une fois avant de s'affaisser. Le souffle a été expulsé violemment de ses poumons. J'ai posé le stylo. J'ai glissé la décharge de responsabilité signée sur le comptoir. Chloé, la jeune réceptionniste, a regardé le papier. Ses mains tremblaient trop pour le toucher. Sur le tapis, Marc attendait. Il a entrechoqué ses poings. « Équipe-toi, Amélie. » A-t-il souri, rebondissant sur ses pointes. « Je ne veux pas que tu ailles pleurer chez Émilie pour un nez cassé. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas regardé l'équipement. Je me suis accroupi. Mes doigts ont défait les lacets de mes baskets. Je les ai retirés. J'ai marché jusqu'au tapis et je les ai déposés. J'ai poussé la chaussure droite du bout du pied pour qu'elle soit parfaitement parallèle à la plinthe. Un ordre rigide dans une salle chaotique. Je me suis relevé. J'ai retiré mon gilet informe. D'un mouvement fluide, je l'ai jeté au sol. L'air froid a frappé ma peau nue. Dans les gradins, les murmures se sont tus. Le rire d'Émilie s'est éteint dans sa gorge. Éléonore a porté une main à sa bouche, un souffle court s'échappant de ses lèvres. Un silence de mort a aspiré l'oxygène. Sous le gilet, je ne portais pas un t-shirt délavé. Je portais une brassière de sport noir. Et il n'y avait pas une once de graisse sur mon corps. Mes bras étaient sculptés de muscles denses. Mais ce n'était pas ça qui a fait taire la salle. C'était la carte de la violence gravée sur ma peau. Une cicatrice épaisse et dentelée traversait mes côtes gauches. Vestige d'un éclat d'obus. Une brûlure ronde et blanche sur mon omoplate droite. Et traversant ma clavicule, 3 lettres, 3 chiffres. Une marque permanente. D'une vie dont il ne savait rien. Émilie me fixait. Le ricanement suffisant avait disparu de son visage poudré. Toute sa vie, elle avait utilisé mes vêtements informes pour faire de moi une cause charitable pathétique et brisée. Elle m'utilisait pour paraître supérieure. Maintenant, devant la preuve brutale de ce que j'avais survécu pour qu'elle puisse faire ses études, sa mâchoire pendait. J'ai fait craquer mon cou. Pop, pop. Je me suis tourné vers Marc. Il avait arrêté de rebondir, ses mains bandées retombant. J'ai regardé sa pomme d'Adam bouger dans sa gorge. Il a dégluti difficilement. L'étincelle arrogante dans ses yeux a vacillé, remplacée par une hésitation rampante. Je n'ai pas fait d'échauffement. Je suis monté sur le tapis bleu. Mes pieds nus n'ont fait aucun bruit. J'ai marché en ligne droite jusqu'à être à une longueur de bras de son torse. Je n'ai pas levé mes mains pour protéger mon visage. Je n'ai pas pris de garde de combat. J'ai laissé mes bras ballants, morts le long du corps. Une cible ouverte. Je n'ai pas regardé ses poings. J'ai fixé mon regard sur son sternum, droit à travers l'encre tribale. L'horloge dans ma tête a commencé à tic-taquer. 102 secondes. Marc sentait le silence peser sur son cou. Le choc sur le visage d'Émilie piquait son ego.
Il était l'alpha ici, le roi de son château. En sueur. Il ne pouvait pas paraître faible devant sa femme et les mérans. Gradin. Il a laissé échapper un rugissement, une tactique d'intimidation bon marché. Il a comblé l'écart. Il a lancé une combinaison de jabs pour m'aveugler. Puis il a planté son pied gauche et balancé sa jambe droite en pleine puissance. Le même mouvement lâche qu'il avait utilisé contre mon fils. Il voulait me faire tomber à la première seconde. Je n'ai pas cligné des yeux. Quand les gants en cuir ont volé vers mon visage, j'ai simplement incliné la tête d'un pouce. Le cuir a frôlé le bout de mon oreille. Quand sa jambe a balancé vers ma cuisse. Comme une batte de baseball, j'ai levé mon genou. Je n'ai pas tendu mes muscles. Je n'ai pas anticipé l'impact. J'ai juste fait pivoter ma jambe vers l'extérieur, exposant la partie la plus dure de mon tibia à la chair molle de son mollet. Crac. Le son de l'os heurtant l'os a résonné comme une branche qui casse. Marc a poussé un cri aigu, incontrôlé. Il a retiré sa jambe. Instantanément. Il a trébuché, boîte en bas. L'odeur acide de la salle a soudainement changé. L'odeur métallique de la panique a commencé à suinter de ses pores. L'illusion de sa puissance avait disparu. La peur l'a englouti. Son cerveau a court-circuité. Désespéré et humilié, il a abandonné tout son entraînement. Il a lancé un crochet gauche sauvage, un coup brouillon avec tout son poids. Je n'ai pas esquivé. J'ai ouvert ma main droite. J'ai attrapé son poing directement dans ma paume. Mes 5 doigts calleux se sont refermés sur le rembourrage de son gant. Ma prise était un étau hydraulique. Ses 90 kilos d'élan ont heurté un mur. Je l'ai figé sur place. Si vous avez déjà vu un tyran arrogant réaliser soudainement qu'il s'est trompé de personne, je veux que vous cliquiez sur ce bouton « Like ». Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires l'expression sur leur visage quand ils ont compris qu'ils étaient finis. Pour Marc, c'était la pure terreur. Je n'ai pas lâché son poing. J'ai tiré son bras vers l'avant, déséquilibrant son corps massif. Je l'ai attiré si près que je pouvais sentir son souffle erratique sur ma joue. Je me suis penché, ma voix morte et calme. Respiré par la poitrine, les côtes grandes ouvertes, ai-je chuchoté. Tu étais mort à la 2e seconde. J'ai fait pivoter mes hanches. Et j'ai poussé. L'énergie cinétique a traversé mon noyau pour sortir par ma paume ouverte. Les 90 kilos de Marc ont volé en arrière. Ses pieds nus ont crissé sauvagement sur le vinyle. La panique a pris le dessus. Il a baissé le menton, rentré les épaules et a plongé tête la première vers mes cuisses. Tentant une saisie désespérée. Je n'ai pas reculé d'un pas. Au moment où il a baissé la tête, j'ai lancé mes 2 jambes en arrière et j'ai claqué mes hanches vers le sol. J'ai laissé retomber tout le poids mort de mon corps sur le haut de son dos comme un bloc de béton. Tude. Le visage de Marc a percuté le tapis. Le poids soudain sur son cou et ses omoplates a expulsé chaque millimètre cube d'oxygène de ses poumons. Il a lâché un sifflement humide et désespéré. Il était piégé sous moi, étalé sur le ventre. Il a grogné violemment, essayant de se cabrer pour me secouer. Inutile. Mon poids était parfaitement réparti, écrasant son centre de gravité dans le sol. Il ne se battait plus contre une personne, mais contre la physique. Dans les gradins, le silence était étouffant. Émilie était debout, ses phalanges blanches serrant la rampe métallique. Sa bouche était grande ouverte. Elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas traiter ceux qu'elle regardait. Le grand mâle alpha qu'elle utilisait comme bouclier pour tyranniser le reste de notre famille était plaqué face contre terre, se débattant comme un insecte écrasé. Je n'ai pas donné de coup de poing. Je n'en avais pas besoin.
J'ai juste glissé mon coude droit vers l'avant, pressant la pointe dure de l'os dans le creux mou à la base de son crâne. Je me suis penché. Juste assez pour le maintenir paralysé. Pas assez pour briser l'os, mais assez pour envoyer une décharge électrique terrifiante le long de sa colonne. Il a cessé de se débattre. Un gémissement bas et pathétique a vibré dans sa gorge. Tout en maintenant son mari au sol, j'ai lentement levé les yeux vers les gradins. J'ai croisé le regard d'Émilie. J'ai vu le fond de teint épais sur son visage, les vêtements de sport coûteux qu'elle avait achetés juste pour boire son café glacé. Et j'ai vu le gouffre d'insécurité qu'elle passait sa vie à essayer de couvrir en me rabaissant. Je n'ai pas dit un mot. Je n'avais pas à le faire. Le vide absolu dans mes yeux a brûlé à travers sa vie de banlieue. Parfaitement mise en scène. Elle a reculé physiquement, lâchant la rampe, les mains tremblantes. J'ai retiré mon coude de sa nuque. Je me suis levé sans l'aide de mes mains et j'ai fait 3 pas en arrière. Je l'ai laissé là. Humilié, haletant devant sa femme, ses clients et la présidente des parents d'élèves. J'ai regardé l'homme tatoué trembler sur le tapis bleu. « Lève-toi. » ai-je dit. Les mots étaient plats, dénués d'émotion. Une invitation calme, une invitation à laisser son ego brisé signer un chèque que son corps ne pourrait pas encaisser. Marc s'est poussé du tapis bleu. Il respirait lourdement. Son visage était rouge, une couleur laide. La sueur coulait sur son front, lui piquant les yeux. L'humiliation était totale. Il venait d'être dominé, pressé contre le sol de son propre gymnase par une femme 2 fois plus petite, devant ses clients, devant la présidente des parents d'élèves, devant sa femme qui avait passé des années à convaincre tout le monde qu'il était l'alpha ultime. Le dernier fil de sa pensée rationnelle a craqué. Il a mordu dans son protège-dents. Il a planté son pied arrière, tournant ses hanches pour rassembler chaque once d'énergie cinétique restante dans ses 90 kilos. Il a lancé un énorme direct droit, un coup de désespoir, une tentative téméraire. Destiné à m'arracher la tête et à sauver ce qu'il restait de son ego. Pour lui, c'était un flou de rage pure. Pour moi, tout le mouvement était douloureusement lent. J'ai vu les muscles de son épaule se contracter avant même que le coup ne parte. J'ai vu son axe central basculer. J'ai vu sa cage thoracique s'ouvrir, exposant ses organes vitaux. C'était un coup de bagarreur de bar. Bruyant. Télégraphié, plein d'ouvertures. Je n'ai pas reculé. Je suis entré. J'ai glissé. Mon pied gauche vers l'avant, comblant la distance, entrant profondément à l'intérieur du rayon de son bras. Le gant en cuir a fouetté l'air derrière ma tête, ne frappant que l'air conditionné rance. Mon pied avant s'est planté. Fermement. Mes hanches se sont enroulées et ont claqué vers l'avant avec la libération soudaine d'un ressort en acier. J'ai lancé un crochet droit. Mon poing a parcouru moins de 20 centimètres. Ce n'était pas une question de muscle. C'était de la physique pure et indiscutable. Le poids total de mon corps. Accélérant sur une distance brutalement courte, frappant directement une cible précise. Les phalanges de ma main nue ont connecté la charnière de sa mâchoire. Juste sous le lobe de l'oreille. Crac. Le son de l'impact a claqué dans le gymnase comme un coup de feu. La force brute a fouetté le crâne de Marc sur le côté. La rotation extrême a claqué son cerveau contre l'intérieur de son crâne. Le traumatisme crânien a atteint le nerf vague de plein fouet. Son système nerveux central a coupé le courant instantanément. Il n'a pas trébuché. Il n'a pas agité les bras. Il n'a même pas gémi. Chaque muscle de son corps tatoué est devenu totalement mou. Les lumières se sont éteintes. Ses 90 kilos se sont pliés aux genoux et se sont écrasés sur le tapis. Il a atterri lourdement, face contre terre, avec le bruit sourd d'un sac de ciment tombé. Il n'a pas bougé.
Il ne tressaillait pas. Il gisait là, inconscient, dans une flaque de sa propre sueur. L'horloge murale a clignoté. Exactement 1 minute et 42 secondes depuis que j'avais retiré mes lunettes. 102 secondes. J'avais lancé exactement un coup. Je me suis tenu au-dessus de son corps sans vie. Je n'ai pas frotté mes phalanges. Je n'ai pas célébré. J'ai juste tourné lentement la tête, ma respiration parfaitement stable, et j'ai verrouillé mes yeux morts sur les gradins. Sur la femme terrorisée qui portait mon nom de famille. Le corps de 90 kilos de Marc Vance gisait immobile. Un cri perçant et hystérique a déchiré le silence. Émilie a poussé sa chaise en plastique qui a claqué contre le béton. Elle a enjambé la rampe basse, ses leggings de Marc se déchirant sur une arête vive. Elle a couru, mais ses baskets ont glissé sur le vinyle humide. Elle a trébuché, tombant lourdement sur ses genoux, et a rampé le reste du chemin jusqu'à son mari. Marc, a-t-elle hurlé, attrapant son épaule épaisse et inerte, essayant frénétiquement de le secouer. Sa tête oscillait inutilement. Marc, lève-toi. Oh mon Dieu, regarde-moi. Dans les gradins, Éléonore huguettait. Pétrifiée. Elle serrait son sac en cuir à 3 000 € contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger. Les autres mères ne bougeaient pas. Aucune n'est descendue aider Émilie. Au lieu de cela, les écrans lumineux de leur smartphone restaient stables, enregistrant chaque seconde pathétique et humiliante de la chute du roi de la salle. Le masque de classe qu'Émilie avait passé des années à coller sur son visage était arraché. Elle n'était plus là. Femme riche d'un alpha. Elle n'était qu'une femme hurlante, désespérée, assise dans une flaque de sueur. Je suis resté là, sur le tapis. Je n'ai pas souri. Je n'ai ressenti aucune victoire soudaine. Juste une lourde fatigue. Le mur de glace dans ma tête a commencé à fondre, laissant derrière lui ce vide familier et sombre. Je détestais la violence. Je détestais l'odeur de l'adrénaline. J'avais passé des années à essayer d'enterrer les pires parties de mon passé. Sous des gilets informes et une soumission silencieuse. Je les avais laissés m'humilier, minimiser ma vie juste pour garder l'animal enfermé. Mais mon propre sang avait forcé ma main. Il m'avait acculé dans un coin et avait essayé de briser la seule chose que j'aimais. J'ai regardé au-delà de la silhouette en pleurs d'Émilie vers le coin de la salle. 2 jeunes assistants se tassaient contre le mur, les yeux écarquillés de terreur. J'ai laissé tomber mes épaules. Je n'ai pas crié. Ma voix était totalement plate, portant le poids froid de l'autorité absolue. Tournez-le sur le côté pour qu'il n'avale pas sa langue. Ai-je ordonné aux 2 garçons. Ils ont tressailli mais ont commencé à bouger. Immédiatement. C'est une commotion légère. Il se réveillera dans quelques minutes. Il ne va pas mourir. Je n'ai pas attendu leur réponse. Il n'y a rien de tel que le lourd silence épuisé après avoir enfin tenu tête à un membre toxique de sa famille. Si vous avez déjà été celui qui a brisé l'illusion et exposé leur vie parfaite au monde, cliquez sur « Like » et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires le moment précis où vous avez réalisé que leur masque familial était un mensonge. Pour Émilie, c'était là, sur le tapis en sueur. Dites-moi votre moment. J'ai tourné le dos à ce désastre froissé sur le sol. Mes pieds nus ont fait un rythme doux et régulier sur la mousse. J'ai marché délibérément vers le comptoir. La décharge de responsabilité, le contrat qu'Émilie m'avait forcé à signer, était toujours là. Je l'ai ramassé. J'ai récupéré mon gilet informe. Je l'ai enfilé, laissant le tissu rêche glisser sur mes bras. Il a immédiatement recouvert la cicatrice d'éclat d'obus sur mes côtes. Il a caché la brûlure sur mon épaule. Il a avalé l'encre noire sur ma clavicule.
Je fermais l'animal dans sa cage, reconstruisant la barrière. Invisible entre moi et le reste du monde. J'ai marché jusqu'au bord du tapis. J'ai enfilé mes baskets usées et serré les lacets. Puis je me suis retourné. Vers le comptoir. J'ai repris la décharge. Le papier semblait sec entre mes doigts calleux. L'encre noire au bas de la page montrait clairement ma signature. Le contrat qu'Émilie m'avait mis sous le nez pour légalement protéger son mari pendant qu'il brisait mon fils pour son propre divertissement. J'ai marché vers le centre de la salle. Émilie était toujours sur le sol, assise à côté du corps inconscient de Marc. La couche épaisse de fond de teint sur son visage était striée de sueur et de larmes. Elle m'a regardé. Il n'y avait plus de ricanement moqueur. Pas de commentaires arrogants pour impressionner Éléonore. Hugues. Sa bouche s'est ouverte, tremblant légèrement, mais aucun son n'est sorti. La terreur absolue dans ses yeux était brute. Elle me regardait enfin. Non plus comme la sœur aînée pathétique et fauchée qu'elle pouvait utiliser. Comme un punching ball, mais comme quelqu'un qui pouvait démanteler sa vie entière en moins de 2 minutes sans même transpirer. Le fossé entre nous n'était pas seulement quelques mètres de mousse bleue. C'était un canyon. Permanent et sans fond. Je me suis arrêté juste devant elle. Éléonore et les autres mères dans les gradins retenaient leur souffle. Leur téléphone pointait. Comme des armes en plastique bon marché. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai tenu la décharge par le bord supérieur, juste devant le visage d'Émilie. J'ai pincé le centre de la page. Cric. Le son sec et abrasif du papier déchiré en deux a traversé le bourdonnement du climatiseur. J'ai mis les deux moitiés ensemble. J'ai déchiré à nouveau. Cric. J'ai gardé les yeux verrouillés sur ceux d'Émilie, regardant les derniers vestiges de son contrôle sur ma vie disparaître. J'ai déchiré le papier en 8 morceaux, puis en 16. J'ai serré les débris dans mon poing droit. J'ai ouvert la main. Les petits morceaux blancs et dentelés ont volé comme des confettis bon marché, atterrissant dans la flaque de sueur à côté de ses baskets de designer ruinées. Elle a sursauté alors que le papier touchait le sol. Le contrat qu'elle m'avait imposé n'était plus qu'une question de responsabilité physique. C'était une question de famille, et je l'annulais. J'ai regardé dans les yeux vidés. Terrifié de mon propre sang. Tes règles ne signifient absolument rien ici. Ai-je dit. Ma voix était plus froide que l'air sortant des bouches d'aération. À partir de cette seconde, ne m'appelle pas. Ne te présente pas à mon appartement. Et si jamais tu essaies encore de t'approcher de mon fils, tu n'auras plus affaire à une sœur. Je n'ai pas attendu de voir si elle hochait la tête. Je m'en fichais. Je me suis retourné et j'ai marché vers Léo. Il se tenait près des gradins, serrant ses côtes meurtries, me regardant avec des yeux écarquillés, totalement stupéfait. J'ai tendu la main. Sa petite main moite a immédiatement trouvé la mienne, agrippant mes doigts calleux avec une chaleur désespérée. On y va, ai-je chuchoté. Je n'ai pas regardé en arrière en poussant la lourde porte vitrée pour sortir. Nous sommes sortis. La chaleur moite et étouffante de la nuit texane nous a frappés immédiatement. Ça sentait l'asphalte chaud, les fumées d'échappement et la liberté. Ça a complètement lavé la puanteur de la sueur rance et du caoutchouc brûlé du gymnase. Léo marchait à mes côtés sur le parking. Sa petite main moite serrait la mienne si fort que ses phalanges étaient blanches. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux meurtris étaient encore écarquillés, portant une trace de choc. Mais juste en dessous, il y avait une admiration silencieuse et profonde. Il ne regardait plus une victime. Je me suis agenouillé sur le trottoir en béton fissuré, ignorant la chaleur irradiant à travers mes jeans. J'ai lissé ses cheveux décoiffés et humides. Allez,
Petit, lui ai-je dit, gardant ma voix douce et stable. Allons nous asseoir sur le capot de la voiture et prendre une glace à la fraise. Nous nous sommes éloignés dans l'obscurité, laissant leur faux empire en ruine. Derrière nous. Les retombées sociales ont frappé Émilie et Marc plus vite qu'un. Direct au menton. Dans les banlieues huppées, la réputation est construite. Entièrement sur les apparences, et les potins impitoyables sont le moyen le plus rapide de les détruire. À 8 heures le lendemain matin, Éléonore Hugues avait officiellement retiré son fils de Vancilite. À midi, la vidéo tremblante, filmée depuis les gradins, circulait dans tous les groupes de discussion de l'association des parents d'élèves du comté. L'alpha invincible, le roi du gymnase qui tyrannisait des gamins de 12 ans pour gonfler son ego, avait été publiquement mis au tapis en moins de 2 minutes par une mère célibataire en plus le bon marché. En 30 jours, Marc a perdu plus de la moitié de ses clients payants. Les sacs de frappe lourds pendaient, immobiles, accumulant la poussière. Le parking devant son gymnase était totalement vide, cuisant sous le soleil brutal de l'après-midi. Son ego, sa carrière et son identité entière étaient écrasés en permanence sous le poids d'un coup de poing de 20 centimètres. Émilie a subi une mort beaucoup plus lente et silencieuse. Elle a perdu la seule monnaie qui comptait pour elle, l'admiration des autres. La mère riche qu'elle avait passé des années à cirer a cessé d'appeler. Son nom a été discrètement rayé des listes d'invités du country club. Les invitations au café glacé de l'après-midi se sont complètement taries. Sans moi pour jouer le rôle du personnage secondaire pathétique et fauché, elle n'avait personne à côté de qui se sentir supérieure. Elle s'est retrouvée seule dans sa maison massive et silencieuse avec un mari qui ne pouvait même plus se regarder dans le miroir. Ils ont été dépouillés de la seule chose qu'ils valorisaient plus que la respiration, l'envie envieuse des étrangers. Quant à Léo et moi, nous avons fait nos cartons, loué un camion et quitté l'État. Nous nous sommes installés dans une petite ville tranquille où personne ne connaît mon nom de famille. Il n'y a plus de dîner de famille étouffant. Plus besoin de s'asseoir au bord d'une table en marbre froid en mangeant des restes de purée tout en avalant des insultes déguisées en conseils de famille. Ma table de cuisine est en bois bon marché, mais il n'y a pas de cri autour. Juste le son de Léo faisant ses devoirs et le ronronnement calme du réfrigérateur. Émilie et Marc m'ont appris une leçon dure et permanente sur la nature de la force. La vraie puissance n'est jamais bruyante. Elle n'a jamais besoin de bomber le torse, de rabaisser un enfant ou de détruire quelqu'un d'autre juste pour prouver qu'elle existe. La vraie puissance est entièrement silencieuse. La personne la plus dangereuse dans la pièce est rarement celle qui fait le plus de bruit. Parfois, c'est juste la femme calme dans le coin qui fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour éviter le combat.